Pardon. Rencontrer des gens, rester un peu pour... Moi, je me fais toujours rire, c'est pas pour toi. Si vous voulez pas vous prendre une amende, plutôt aller dans des... ou pire, essayez de vous retrouver dans des troquettes du coin mais continuons à échanger s'il vous plaît, d'accord? Mais par petits mots. C'est bon, on est avec on est en train de créer un secrétaire général et tout ça. Juan, vous allez vous poser aussi? C'est nous qui vous remercions, Juan. J'attends pour lui poser la question, il passe tous devant moi. 13 octobre. Maître, Juan, vous allez vous poser ou pas? Parce qu'il y a Stéphane, je lui ai ramené des livres, il y a Stéphane qui Vous avez déposé les interventions volontaires ou pas? Ouais, c'est déposé, ouais. Vous avez reçu plusieurs ou pas? Je n'ai pas vu. Il est envoyé à quelle heure? Mais venez avec... Moi, je vous laisse. Par contre, Ouais, t'as rien fait du Franco que c'est la question. Stéphane lui. vas-y. Juan, si je peux me permettre, étudiant en droit, il est fan de vous. Et je l'ai rencontré. Il voulait faire votre photo, Juan. Petite photo avec lui. Juan. Non, mais il se retourne de dans tous les côtés. Merci encore pour le Sénégal. Juan. J'en ai fait plein, mais... Non, mais je t'en prie. Moi, je suis spécialiste bloqué, faire des banques décentralisées immuables. Est-ce que je peux prendre merci, à bientôt, merci beaucoup. A été remporté le procès, hein, c'est ça? Oui, 15 octobre. 15 octobre. C'est quoi la cause? C'est quoi la cause de... Voilà. Le procès a été reporté le 15 octobre, c'est ça. C'est vrai? À l'homme, mine, toujours, tous les samedis. Incroyable. Voilà. Oui, je vais venir. Il va aller. Allez, petite, hein, parce que ça fait trop longtemps celle-là. Ça fait longtemps que je fais cette photo. C'est la ville d'espoir. On est là. Wow. Même si Darmanin ne le veut pas, nous, on est là. Même si Darmanin ne le veut pas, nous, on est là. Voilà, petit clin d'œil. C'est ça. Aïe. Ah oui, c'est pour ça que je dis on est là, même si Darmanin ne le veut pas. C'est quand même incroyable. Non, c'est surtout étonnant qu'ils font fâcher comme ça le Bayrou, quand même 30 ans de camouflage de ce qui se passe dans les écoles catho. C'est dommage que Darmanin ne fait pas une petite procédure sur lui. C'est quand même étonnant. Hein. On le voit tous les jours. Alors Nadia, c'est reporté le 23 octobre. Non, le 15. Le 15 octobre. Alors c'est reporté le 15 octobre à 9h30. C'est quoi la cause? Ils ont déjà dit à l'audience toute la journée. C'est quoi la cause? Attends, j'ai une question.
Mais, excuse-moi, parce qu'avant j'oublie, une précision. Je voudrais comprendre qu'est-ce que c'est cette histoire de magistrat professionnel. C'est un président de chambre de la cour d'appel qui va présider la place du procès. Parce que, oui, mais c'est quoi la différence avec ceux qui sont là? Parce que Là, c'est que des avocats. Ah, c'était que des avocats? Il n'y a pas de juge, ouais. Et vous juge. D'accord. Et avec un magistrat, comme on dit, professionnel, c'est pour vraiment appliquer, on va dire, la loi comme elle devrait être appliquée. La cassation. Et pas comme eux, ils Pas les l'interprètent. petits arrangements qui pourraient... D'accord. En théorie. La justice française nous montre que ce n'est pas une théorie tout à fait appliquée au... Vous savez, je suis gilet, gilet jaune depuis 2018. Hein. J'ai accompagné tellement de nos camarades dans les tribunaux que j'ai vu la réalité. Aujourd'hui, je milite contre la pédo et les placements abusifs. Je vous dis encore que ce côté tribunaux, la familiale, c'est le surnom des écritures en faux, des magouilles et compagnie. Hein. Alors eux, par contre, les tribunaux des affaires familiales, je pense qu'ils ont toutes catégories confondues. Hein. Et donc, c'est là où j'ai compris en 2019 quelle était notre justice. Elle est très dure avec les innocents, très sévère avec les dissidents et très laxiste avec les vrais criminels qui devraient, et notamment en col blanc, devraient se retrouver. Il faut dire crépuscule. On fait le travail court. Dial, il a depuis 2019, les youtubeurs. C'est eux maintenant nos journalistes indépendants. C'est un peu notre confiance. On commence à se reconnaître. Ah oui. On sait ceux qui ont été là, ceux qui restent. Mais et je vous signale qu'ils sont en train de préparer justement. Oui, mais Je reconnais les têtes. ils sont en train de préparer une loi pour interdire justement cette contestation de la République, soi-disant anti-républicaine. Alors, on est Non, mais moi, travers, je vais souvent les manifs aux gilets jaunes, mais à un moment donné, vous êtes séparés. justice. Donc, Mais là, ils sont ça a été compliqué, je ne sais pas où aller avec Marcel ou avec... C'est là que je dis qu'on peut aller aux indépendants. Demain, moi, je parle comme ça. Oui, alors, sans avocat. Mais parce qu'il parle comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a une réelle dérive là. Mais là, tout le monde a cessé de faire. Oui, mais c'est mondial. Voilà. Moi, le seul problème, c'est que la En tout cas, merci. Hein. Merci. globalement, se dilue. Voilà, on retrouve le 24 et le 15. 15. Je sais même pas où aller là. C'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas au milieu. Ça m'a beaucoup apporté aussi. On était tous là. On était tous là. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Oui, je pensais tout le temps. Ah ouais. Et le matin et le soir, précisément. Parce que je me retrouve Je vais attendre que la dernière personne arrive. Des questions. Bon, alors on a le droit d'être ici, contrairement à la place Dauphine, pour des raisons qui m'échappent un peu. Visiblement, la préfecture de police qui est juste là et l'entrée principale de la cour d'appel de Paris sont moins en danger que les joueurs de pétanque de la place Dauphine. Et en réalité, on voit bien que l'objectif à travers cet arrêté d'interdiction, c'était simplement d'empêcher qu'il y ait une trop grande mobilisation au cours de l'audience et que les personnes qui étaient censées prendre la décision me concernant n'entendent pas trop les rumeurs d'une rue qui aurait pu les inquiéter ou leur faire comprendre que je n'étais pas seul. Et donc, ça ne les dérangeait pas qu'on se retrouve, pour peu que ce ne soit pas visible et pour peu que ça n'ait pas de sens directement à l'égard de ce à quoi on était confronté. Donc, nous voilà ici, sans risque d'amende, de matraque ou de gaz, pour vous remercier une nouvelle fois et pour vous dire que
on est dans une période où nous sommes face à un pouvoir si décadent qu'il est prêt à agiter les spectres de la guerre pour essayer de se maintenir en place et, à défaut de pouvoir se faire aimer, à travers la crainte, nous dominer, nous écraser et s'assurer de sa perpétuation. Et donc, c'est des moments où ce sont des vies qui sont en jeu. Et tout à l'heure, quelqu'un me demandait si mon engagement en tant qu'avocat de victimes palestiniennes à la CPI, nous ne sommes que 10 dans le monde à le faire, tous faisant l'objet évidemment de menaces plus ou moins voilées. Je vous rappelle que le procureur et les juges de la CPI qui s'occupent de l'affaire palestinienne font l'objet de poursuites et de sanctions de la part des États-Unis. Certains ont même démissionné invoquant des raisons de santé, c'est dire le courage que ces gens ont dès le moment que les choses se corsent un peu. Le conflit palestinien fait partie, en fait, des raisons de cette situation, mais ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul parce que, en réalité, on est dans un monde où des injustices s'accumulent et des personnes comme moi, avec bien des confrères et des personnes engagées, se retrouvent avec les bras trop courts par rapport à la charge que l'on doit porter pour essayer de compenser ces violences. Alors parfois, on y arrive au Sénégal avec la libération de 1600 prisonniers politiques, quoi qu'on puisse penser de ce qui s'est déroulé depuis, avec la protection d'un certain nombre de dissidents, de citoyens en France, à l'étranger, du Bénin jusqu'à évidemment les tréfonds de notre beau pays, où nous sommes allés défendre des citoyens dont je retrouve ici certains qui faisaient l'objet de poursuites politiques. J'ai vu Valérie Minet qui était ici, je ne sais pas si vous vous souvenez de Valérie Minet, à Saint-Omer, poursuivie, arrêtée à 6h du matin parce qu'elle avait fait un post traitant d'ordure notre président de la République, placé en garde à vue, faisant l'objet de poursuites illégales. Nous avons... alors pourquoi est-ce qu'on fait peur? C'est pas seulement parce que la procédure saute après qu'on intervienne, mais c'est parce qu'on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là, et ce que j'ai fait derrière, c'est que j'ai porté plainte contre les procureurs qui avaient pris cette décision, contre les officiers de police judiciaire qui l'avaient validée. Et il y a des poursuites en cours. Il y a des poursuites en cours contre ces magistrats, contre ces fonctionnaires qui ont, à travers Valérie Minet, par exemple, je ne sais pas si elle est encore là, mais ça serait bien qu'elle vienne. Valérie, peut-être nous dire un mot à ce sujet. On a découvert pendant cette procédure, et c'est pour ça peut-être que les avocats sont des points sensibles sur lesquels ils essayent d'appuyer pour les étouffer. La procédure nous a permis de découvrir qu'en réalité, elle faisait l'objet de poursuites parce qu'ils voulaient éviter que le mouvement des retraites, contre la réforme des retraites, prenne trop d'ampleur, et qu'ils avaient ciblé les membres des mouvements sociaux qui avaient participé aux mouvements sociaux précédents. En l'occurrence, Valérie était une figure des Gilets jaunes. Ils l'avaient ciblé volontairement pour essayer d'éteindre le mouvement social avant qu'il naisse. Et donc, quand vous vous retrouvez dans une situation où un magistrat fait usage des pouvoirs que lui donne le peuple, qu'il est censé utiliser en défense du peuple français, pour intimider en faisant exemple à travers une citoyenne, en prenant prétexte d'un post Facebook pour la poursuivre, on voit bien que l'enjeu dépasse à la fois le cas personnel de Valérie Minet et puis généralement celui du mouvement qui ponctuellement va être ciblé. Donc la question palestinienne, la question des politiques sanitaires, la question des Gilets jaunes, la question du Sénégal, la question aujourd'hui du Congo, de tant d'autres affaires, en fait, c'est un même ensemble qu'il faut qu'on réussisse à relier. Et pourquoi est-ce que la presse et les médias ne cherchent et ne cessent de tenter à créer des fractures et des divisions au sein de notre peuple? C'est pour s'assurer que cette coagulation n'intervienne pas, qu'on reste suffisamment isolé et fragmenté, et qu'en conséquence, il ne se voit pas tout simplement démolir par la puissance citoyenne qui se mettrait en branle dans la foulée. Et donc c'est à nous de tisser les liens, pas pour instrumentaliser les causes, pas pour humilier, pas pour se distinguer, pas pour se faire beau, mais au contraire de façon aussi souterraine que possible pour faire que des gens se rencontrent, qui se rendent compte qu'ils sont similaires, qui font face aux mêmes difficultés, aux mêmes problématiques, et qui commencent à se parler plutôt que se détester par écran interposé. Cette force-là, en fait, et ce qu'on tente de porter aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez unique et qui leur fait, en l'occurrence, vraiment, vraiment peur. Et donc c'est très, très important, là encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais la diversité des personnes qui sont ici et des raisons pour lesquelles elles sont ici, le fait qu'on pose des questions sur des causes et des engagements si différents, ça c'est une puissance dont vous n'imaginez même pas l'ampleur. Et la violence qui va se répercuter contre moi dans un premier temps, et puis si ça ne marche pas contre ces causes-là, par ricochet, évidemment, sera à la hauteur. Et il s'agit pour nous d'être non seulement solidaires, mais de préparer l'après. C'est pour ça qu'on a créé ce mouvement des ruches qui consiste en fait à se former, à se préparer à ce qu'un incident puisse arriver. Parce qu'un incident peut arriver de tout ordre. On peut vous piéger, on peut vous faire tomber, il peut vous arriver quelque chose et on ne peut pas dépendre d'une seule personne. Ce mode de fonctionnement qui est celui de nos ennemis, de nos adversaires, n'est pas acceptable, n'est pas
tenable, n'est pas viable sur la durée sans mécanisme de corruption et ainsi de suite. Et donc, nous avons une responsabilité collective. Nous devons faire corps et nous devons nous préparer à provoquer cette bascule. Et ce genre d'événement doit permettre que l'on se rencontre, que l'on se voit, que l'on se parle, que l'on découvre dans nos diversités des atouts que chacun peut avoir. Il y a des charpentiers, il y a des intellectuels, des juristes, il y a des citoyens journalistes, il y a des personnes en fait qui chacune peut s'embrancher et commencer à construire des collectifs qui vivent en dehors de leur système de pouvoir et qui puissent, le moment venu, si nous avons la chance et le miracle de reconnaître un mouvement comme celui des Gilets jaunes, eh bien cette fois peut-être de provoquer cette bascule dont nous avons été si près et qui a fini par manquer. Donc préparons-nous consciencieusement, ayons conscience aussi que c'est une affaire d'années. Ayons conscience que la politique de l'impulsion, qui est stimulée notamment par les réseaux sociaux, par les médias et ainsi de suite, est un piège dans lequel il nous précipite et qu'il va falloir qu'on mûrisse, qu'on prenne notre mal en patience, qu'on prenne soin de ceux qui sont en souffrance immédiate et qui ont besoin d'une attention, qui ont besoin de sortir des pièges et des étaux dans lesquels la société et son fonctionnement les ont placés, mais qu'il faut qu'on comprenne que ça prend du temps. Ça prend du temps non seulement de les faire tomber, mais de s'assurer que lorsqu'ils tombent, d'autres ne prennent pas la place pour répéter ce que nous avons subi. Et la seule façon de l'éviter, c'est de s'engager collectivement et de réfléchir au rôle que l'on aura chacun d'entre nous à jouer dans la société de demain. Et de faire des efforts pour, à côté de notre travail, à côté de notre vie familiale, à côté de notre vie sociale, commencer à réfléchir à la fonction et à ce qu'il nous faudra, nous, comme effort, mettre en œuvre pour arriver à être à la hauteur des espérances que nous aurons eues à l'égard de ce changement. Parce que si on provoque simplement une bascule, et une des situations que j'ai citées tout à l'heure est dans la situation actuelle, sans préparer l'après, en espérant simplement que de nouveaux maîtres viennent tout changer à notre place et que notre esprit critique suffise à leur donner un support pour qu'ils agissent de la sorte, eh bien, nous allons tomber. Nous allons tomber dans des mains avariées qui vont se voir corrompues, qui vont se voir appropriées par des personnes qui, elles, au sein du Petit Paris notamment, ont des stratégies de captation des ressources et du pouvoir. Et nous allons nous retrouver dans une perpétuation de l'existant. Et donc, cette responsabilisation collective, ce travail de formation, d'engagement, il est fondamental et il est maintenant l'objectif premier. Parce que le 15 octobre, je serai peut-être radié. Et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait parmi vous des futurs avocats, des élèves avocats qui prennent le relais, si cela venait à arriver, qui aient suffisamment bu à la source de cet engagement et de ceux qui m'avaient nourri avant moi pour que le fait qu'une personne tombe ne suffisent pas à faire s'effondrer un pan de notre lutte. Ça, c'est un aspect fondamental. Essayer de sauver ceux qui peuvent l'être, mais surtout s'assurer de la survie, de l'effort collectif que nous avons mis en œuvre. Parce que nous avons tous des fragilités, et il y a toujours la possibilité de tomber dans un piège. Pour intelligent que l'on puisse être, il y a toujours la possibilité à un moment donné de ne plus avoir la force de continuer à tenir. Et parmi nous, il y en a qui ont connu cette situation, il y en a qui ont réussi à la surpasser. Il y en a qui, au contraire, sont encore pleins d'énergie, d'innocence, de naïveté. Il faut les y préparer au choc qu'ils vont connaître, à la violence que nous avons connue jusqu'ici, pour qu'ils ne s'effondrent pas à la première occasion, mais pour s'assurer que demain, ils puissent, encore une fois, se retrouver à nos côtés et éventuellement nous substituer. Donc j'aimerais donner la parole à Valérie Minet. J'aimerais aussi donner la parole à tous ceux qui avaient prévu de dire quelques mots pour vous remercier d'être là, mais surtout pour expliquer pourquoi ils sont venus. C'est particulièrement important pour moi. Merci. Donc, moi, je remercie tout le monde qui s'est présenté aujourd'hui pour justement soutenir Maître Branco, sachant que Maître Branco m'a défendu. Alors, un petit rappel de l'histoire. Je suis la dame des Hauts-de-France qui avait sur les réseaux sociaux insulté notre cher président d'ordure. Chose qui ne se fait pas. On est venu m'interpeller chez moi au matin pour 8 heures de garde à vue et ensuite déférer au parquet directement. Je n'ai jamais eu de condamnation. Par contre, j'ai toujours défendu depuis des années les sans-papiers, également les sans-logement. Et aujourd'hui, je travaille dans le logement social. Et c'est une continuité justement de ce qui a fait mon parcours. Donc, d'autre part, j'ai été aussi gilet jaune. J'ai déclaré des manifestations gilets jaunes. J'ai été également anti-pass.
j'ai pas dit anti-vaccin, anti-pass, passe obligatoire, et j'ai manifesté aussi contre la réforme des retraites. Chose qui m'a valu justement qu'on m'interpelle, parce que justement, on veut faire taire les citoyens qui sortent du lot. Et ça, aujourd'hui, ce sera encore pire aujourd'hui qu'il y a 2 ans où mon procès, justement, a eu lieu. Donc, quand je témoigne pas pour faire peur aux gens, je témoigne surtout pour dire, bah, je suis encore là, je suis toujours debout et je continue toujours le combat. Voilà. Qu'est-ce qu'elle est prévu de prendre la parole après Valérie? Nous sommes la ruche hyperactive 34 et nous sommes ici pour d'abord soutenir Juan, mais aussi pour témoigner d'une situation dans l'Hérault qui est quand même assez désastreuse, puisque nous avons la joie, l'honneur et le privilège d'avoir pour préfet Monsieur François-Xavier Loche, ancien directeur de cabinet d'Emmanuel Macron en 2017. Et que ce monsieur régulièrement interdit les manifestations par des arrêtés totalement arbitraires, voire abusifs, et que ce monsieur, j'ai eu la chance et l'honneur au tribunal administratif de défendre un référé liberté, et il faut savoir qu'à chaque fois et systématiquement, le préfet, la préfecture, l'appareil de pouvoir perd face à nos référés liberté, et il est très important de savoir non pas parce que nous sommes extraordinairement bons, mais parce qu'ils sont, eux, extraordinairement mauvais, à tel point qu'ils ne peuvent pas définir ne serait-ce qu'un principe légal en disant que ce sont des arrêtés d'interdiction préventifs. Évidemment, vous imaginez la tête du juge, puisque ce terme légalement n'existe pas. Donc j'ai été missionnée par la ruche 34 à lire une déclaration et un texte que nous avons écrit tous ensemble et revu. Donc la ruche 34 vous apporte son salut citoyen. Aujourd'hui, tous réunis pour soutenir Maître Branco, nous sommes inquiets. Inquiets de constater que depuis 2018, le mouvement des Gilets jaunes, la répression, s'abat sur les opposants politiques, les manifestants, les militants en tout genre et aujourd'hui les avocats. Dans des démarches toutes plus ubuesques les unes que les autres, voire arbitraires, nous voyons encore une fois l'instrumentalisation de la justice bras armé du politique. Une situation inédite en droit avec une procédure qui touche, selon estimation, tenez-vous bien, moins de 1% des avocats sur le seul barreau de Paris. Une procédure à l'encontre de Juan Branco qui d'ordinaire touche à des faits extrêmement graves et répétés comme des détournements de fonds, des abus de confiance et des fraudes en tout genre commises par des avocats. Une procédure qui, pour des faits similaires en ce qui concerne le dévoilement du secret de l'instruction, n'a d'habitude aucune pareille sanction. Ici, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un homme qui a défendu son honneur et son intégrité dans l'espace public en exposant l'ensemble des éléments d'une accusation portée au nu par une grande partie du système médiatique traditionnel qui ne se pose pas trop de questions et qui régulièrement oublie un principe fondamental en droit pénal, le principe de la présomption d'innocence. Des médias traditionnels donc qui ont entretenu un ciblage à coups de sous-entendus fallacieux et opportunistes. Nous saluons au passage Off Investigation pour avoir appuyé via un travail d'enquête, en dehors des éléments exposés comme tels sans parti pris, l'infamie d'une accusation de mort sociale qu'est le viol et qui est en passe d'aboutir sur un non-lieu. Il s'agit d'une enveloppe noire et dorée mise en noir et blanc dans le dossier de l'instruction pour pouvoir apparaître comme hostile et inquiétante, signant par la toute l'instrumentalisation qui est en cours. Il s'agit d'écriture au Conseil d'État basée sur des arguments et des connaissances historiques apparemment insupportables à connaître encore aujourd'hui. Il s'agit d'avoir révélé des choses exactes mais qui à chaque fois ont dérangé. Aujourd'hui, la frontière des séparations des pouvoirs s'amenuise de jour en jour, médias tenus par quelques-uns les plus riches, journalistes de propagande ou au contraire muselés, des violences politiques, des violences policières, interdiction de manifestations au prétexte fallacieux, tout cela mettant en danger nos droits fondamentaux, nos libertés publiques, empêchant ainsi le pouvoir de vivre, je tourne la page, le pouvoir d'autonomisation et d'émancipation des êtres, et notamment du peuple français. Aujourd'hui, à travers Juan Branco, au-delà de l'homme, ce sont bien les droits de l'homme qui sont attaqués.
C'est le droit à la défense, à travers celui qui permet, au nom de la fraternité entre les peuples, d'internationaliser la lutte du peuple sénégalais, de défendre les plus démunis des Gilets jaunes, des plus fragiles, face à l'appareil de pouvoir, aux nombreuses victoires juridiques qui est remis en question et menacé. Rappelons qu'il est aussi l'un des seuls parmi les 10 avocats dans le monde à défendre des victimes palestiniennes à la CPI, là où chaque jour la communauté internationale, dont l'exécutif français, fait fi du droit international. Ne nous y trompons pas, toutes ces tentatives de bâillonner, de faire taire les voix de la résistance à un système déliquescent qui se meurt et qui tente désespérément de survivre, n'auront pour conséquence que de les faire grandir, de les faire s'unir autour d'un même cri, celui de la liberté, de la démocratie, de la paix et enfin de notre souveraineté. Rappelons aussi que c'est par notre élan d'unité, de solidarité, au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté d'expression, valeurs d'humanité qui ont permis sa libération des geôles du pouvoir de l'ancien président Macky Sall. Continuons de le soutenir avec cette même détermination pour ses combats, pour nos combats. Les cycles ont une fin, ce pouvoir en aura une, comme c'est le cas depuis la nuit des temps. Alors, dans le processus révolutionnaire que nous vivons, incarnons d'ores et déjà ce nouveau paradigme de beauté, de solidarité, d'humanité. À Juan Branco pour tenir bon, à nous pour ne pas plier, seule la lutte libère. Merci beaucoup. Déjà un grand merci d'être là. Il y a plein de personnes qui se sont défilées pour les discours. N'ayez pas peur, vous allez parler devant vos futurs présidents. Ah bah venez. Juste ici. Alors, citoyennes, citoyens, nous dénonçons l'injustice subie par l'avocat M. Juan Branco. La tentative de radiation du barreau infligée à Maître Juan Branco constitue une atteinte grave à la liberté de la défense et à l'état de droit. Admis au barreau de Paris en avril 2017, il excelle dans la défense des lanceurs d'alerte et des plus vulnérables. Cette sanction politique vise à museler un avocat qui dérange par son exigence de justice. Maître Juan Branco porte haut la voix des opprimés. Son parcours courageux témoigne de l'importance d'un barreau indépendant et humaniste. Ne laissons pas passer cette injustice. Chaque avocat, chaque citoyen est concerné. Notre liberté ne doit pas dépendre de l'arbitraire. Soyons nombreux pour faire triompher la justice. Quand la liberté est menacée, notre mobilisation devient essentielle. Un mouvement citoyen se structure pour que Juan Branco puisse se présenter aux élections présidentielles en 2017. Pardon, 2027. J'avais fait ça exprès. Les ruches départementales, véritables cellules de vie citoyenne, organisent des débats publics et des actions sur le terrain. Elles permettent à chaque citoyen de proposer, de discuter et d'agir pour la défense de nos droits. Nous vous invitons donc tous à rejoindre le mouvement pour que triomphe la justice. Pour qu'on puisse avoir cette mobilisation, bon, in fine, on n'est pas au lieu... Si. Merci. C'est pas grave, merci. Merci. Oui, juste un petit mot. Merci à tout le monde. Et puis, merci parce qu'on a travaillé sur plusieurs dossiers. Voilà, donc c'était normal que notre avocat qui nous a soutenus, tous les Gilets jaunes, qu'on vienne le soutenir également. Et donc, on continue à travailler ensemble. Et donc, voilà, le syndicat des Gilets jaunes se bat vraiment au cœur du monde du travail pour défendre les idées des Gilets jaunes. Donc, on a vraiment un site internet qui montre vraiment tous les moyens que nous mettons en œuvre pour faire une réelle opposition à tout ce qui nous opprime. Donc le syndicat des Gilets jaunes s'inscrit complètement dans ce mouvement populaire, citoyen, pour la liberté de chacun. Voilà. Pour pas vous ennuyer, on est dans une situation où en fait avec les Gilets jaunes, on a découvert que toutes les structures qui existaient jusqu'ici, qu'elles soient partisanes, syndicales et ainsi de suite, avaient quelque chose qui était en train de s'effondrer et qu'elles n'étaient plus en mesure de nous protéger comme elles l'avaient fait peut-être dans d'autres temps, au point où nous avons été abandonnés, vous vous souvenez, au début des Gilets jaunes, par les syndicats qui avaient convoqué des appels à mobilisation, notamment des routiers, et qui avaient été rétractés après des négociations avec le pouvoir. Et donc c'est sur le fondement de cette trahison qu'on a découvert tout d'abord la solitude de la lutte et les difficultés que ça générait. Parce qu'on a découvert qu'on était du bétail à abattre. C'est-à-dire qu'on pouvait nous tirer dessus, on pouvait nous mutiner, on pouvait utiliser des gaz, des interdictions diverses, des procédures toutes plus insensées les unes que les autres pour nous inhiber. Et donc, à partir de là, a commencé à naître une réflexion
sur comment refaire corps, recréer des structures de soutien pour des citoyens normaux qui n'avaient pas d'intérêt particulier à participer au système, qui ne cherchaient pas un poste, qui ne cherchaient pas un salaire, qui ne cherchaient pas une reconnaissance sociale, des décorations et ainsi de suite. Et donc, ce mouvement a eu quelque chose de merveilleux parce qu'on n'avait rien à y gagner en réalité. On a retrouvé ceux qui d'entre nous avaient une sincérité dans leur engagement. Pas ceux qui viennent récupérer, piller, essayer de se construire à partir de là. On a vu ceux qui étaient prêts au sacrifice, ceux qui étaient prêts à tout perdre pour se retrouver à un moment donné en défense de l'intérêt général et du peuple français en particulier. Et donc maintenant, en fait, ça peut sembler très long et ça peut sembler désespérant de ne pas obtenir des résultats immédiatement. Mais on l'a vu, y compris face à des régimes particulièrement violents, comme ça a été le cas au Sénégal, un peuple qui s'organise, y compris avec un système entier contre lui, peut produire des bascules. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est commencer à identifier la façon de faire d'abord et les personnes qui à un moment donné vont avoir les compétences qui vont permettre de produire cette bascule dans tous les domaines. C'est notre responsabilité et en fait le seul intérêt de rassemblements comme celui-ci, à part le fait de me sentir plus heureux que je n'aurais été en d'autres circonstances, c'est que vous puissiez vous voir, vous identifier, repérer les quelques RG qui sont parmi vous pour faire le même travail et ceux qui sont avec eux, mais quelque part tenter de les séduire aussi parce que je peux vous dire que les gens de la préfecture là qui étaient en civil tout à l'heure, ils étaient un peu gênés. Ils étaient un peu gênés, on peut pas dire que dans leur fort intérieur, on les sentait très hostiles à notre égard. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont des conditions sociales finalement similaires aux nôtres. C'est des gens à qui, à un moment donné, année après année, commencent à s'interroger sur pourquoi on leur fait faire ce travail et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils n'ont pas le courage de faire cette bascule qui consiste à venir de notre côté. Et c'est à nous de leur donner ce courage. Et ce courage-là, on n'a pas pu leur donner en 2018-2019 pour une raison très simple. On n'était pas assez organisé. On n'avait pas en fait une idée assez claire de ce que l'on voulait. On savait ce que l'on voulait faire sauter. On savait ce contre quoi on s'opposait, mais si on n'est pas rentré à l'Élysée à l'acte 3, alors qu'on était à 250 mètres et que les policiers étaient en train de reculer, c'est parce que nous avons décidé de le faire, ou plutôt parce que nous avons décidé de ne pas le faire. Et cette décision-là, il va falloir qu'on gagne suffisamment de détermination au moment pour être en mesure, le moment venu, cette fois, de se dire on y va. On y va parce qu'on a la légitimité, parce qu'on sait pourquoi on le fait et on sait au nom de qui on va le faire. Et cette force-là, on est en train de la faire grandir peu à peu. Et c'est pour ça qu'ils s'inquiètent. Et c'est pour ça qu'ils commencent à lutter et à peu essayer de nous écraser. Donc à vous maintenant, collectivement, de commencer à gagner cette confiance, de ne pas vivre des événements comme ceux-ci comme des effets intimidants ou comme des effets traumatisants et de commencer en fait à faire corps et à un moment donné peut-être réfléchir aux façons de faire le pas supplémentaire qui permettra cette bascule. Ne le faites pas sans vous être organisé au préalable, ne le faites pas sans vous être protégé, ne vous sacrifiez pas, ça ne sert à rien, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'y aller seul. Par contre, il faut aller chercher auprès de soi les personnes qui sont prêtes à s'engager. Donc je vous remercie encore une fois d'être venus. Je vois qu'on a quelques camarades policiers qui nous regardent un peu au loin, mi-curieux. Je ne sais pas s'ils nous entendent, je l'espère. J'espère qu'un jour, soit ils nous rejoindront, soit nous aurons à leur donner des instructions, cette fois pour protéger le peuple français. Merci beaucoup. C'est la fin. Parlez-vous entre vous maintenant. Juste un petit rappel pour le rendez-vous. Petit rappel pour ceux qui ne savent pas, l'audience de renvoi est le 15 octobre à 9h30. Le 15 octobre, c'est ça? 15 octobre à 9h30. 15 octobre à 9h30. Merci.